Chers étudiants, bonjour. Donc, après avoir traité les trois premiers chapitres portant respectivement sur les rôles du manager, la planification et l'organisation, aujourd'hui, le dimanche 29 mars 2020, nous allons aborder le chapitre numéro 4. C'est l'avant-dernier chapitre qui porte sur la direction. Donc, c'est le troisième élément du processus de management selon Henry Fayol, comme vous pouvez le constater sur le schéma suivant. Donc, le chapitre va être axé sur les éléments suivants. Donc, après avoir passé en revue un certain nombre de définitions de la direction, nous allons traiter les différentes théories de la motivation. Et par la suite, on va aborder le leadership pour terminer par la relation et la différence éventuelle qui peut exister entre le leadership et le management. Alors, concernant la direction, je vais emprunter une direction de Peter Drucker dans son ouvrage The Practice of Management, qui définit la direction comme étant la stimulation de l'enthousiasme du personnel et l'orientation des efforts de ce personnel pour la réalisation des objectifs fixés au départ de l'organisation. Donc, selon Drucker, la direction elle est plus ou moins équivalente à la motivation. Donc, la motivation, il sert à désigner les forces, c'est-à-dire les éléments, les facteurs, les motifs sur lesquels on devrait agir d'une personne pour pousser cette personne à se conduire d'une manière donnée, d'une manière spécifique et orientée vers la réalisation des objectifs de l'organisation. Donc les motifs dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les besoins personnels sur lesquels on devrait agir pour pousser les gens à travailler et donner plus, à être plus productifs, et auxquels obéissent les employés, ils affectent la productivité. Ça veut dire quoi? La motivation, elle dépend, la productivité, elle dépend de la motivation. Autrement dit, on peut élaborer une petite fonction, comme mathématique, fonction mathématique. Le rendement ou la productivité d'une personne dans une organisation, il dépend de deux variables. Il dépend d'abord de sa compétence, c'est-à-dire de son degré de savoir-faire, etc. Et il dépend également de la motivation. Donc, le rendement égale F, compétence fois la motivation. Donc, le processus est de base de la motivation, il commence. C'est-à-dire comment agir sur le processus de motivation. On définit d'abord les besoins, c'est-à-dire les motifs qu'en ressentent les employés et les objectifs à atteindre. Parce que nous sommes dans une organisation donnée, on est censé réaliser les objectifs. Le souci des managers dans une organisation, c'est la réalisation des objectifs. Pour réaliser les objectifs, nous devons définir les besoins et les motifs et les besoins personnels. C'est ça la motivation du personnel pour pouvoir agir sur ces besoins, pour pouvoir pousser les gens à réaliser les objectifs. Deuxième titre, les théories de la motivation. Alors là, on va distinguer deux grandes familles, soi-disant, deux grandes familles des théories de la motivation. Il y a ce qu'on appelle les théories de la satisfaction et les théories de processus. Commençons d'abord par les théories de la satisfaction. Alors, nous avons énuméré 4 théories de satisfaction. Donc, commençons d'abord par la théorie de la hiérarchie des besoins de Maslow, la pyramide de Maslow. La théorie de SRP, subsistance, relation, progression de Alderfer. La théorie de la motivation par la complétion de McKellen. Et on termine par la théorie de la motivation et de l'hygiène de Herzberg. Alors, c'est très simple. Pour la hiérarchie ou la théorie de la hiérarchie des besoins, alors Maslow, il a élaboré une pyramide. Une pyramide dans laquelle il a hiérarchisé les besoins personnels
hein, les besoins personnels, les motifs d'une personne, d'un employé. Il a commencé par les besoins de base, qui s'appellent les besoins physiologiques, et par la suite les besoins de sécurité, par la suite les besoins d'appartenance, les besoins d'estime, et enfin les besoins d'accomplissement. Donc, rapidement, on va passer en revue, c'est-à-dire ces besoins. Les besoins physiologiques, ce sont les besoins de base. Ce sont les besoins nécessaires à la survie d'une personne. Hein? Boire, manger, respirer, dormir, etc. Les besoins de sécurité, ce sont les besoins dont on ressent une personne pour se protéger contre les agressions. C'est-à-dire, tous les gens, ils cherchent à être en situation de sécurité. Hein? Que ça soit c'est-à-dire en sécurité contre les agressions, que ce soit des agressions physiques, ou psychologiques, ou économiques. Ce que vous voulez. Donc les gens, ils cherchent à être en situation de sécurité, en termes de revenus, en termes de stabilité familiale, en termes de santé, etc. 1, 2, 3. Au sens de Maslow, les besoins d'appartenance. Donc les besoins d'appartenance, ils cherchent à se faire aimer, à intégrer un groupe, soit par un réseau social, soit par un réseau professionnel. Et en fin de compte, sont maquillés, les gens. Hein, ils cherchent ils ont un besoin d'avoir de l'influence et du contrôle sur les autres. Sur les autres. Ça, c'est ce qu'on appelle les besoins de pouvoir. C'est-à-dire, toujours les gens, selon Machiavelli, ils ont un besoin spécifique hein, pour chercher des postes de responsabilité où ils peuvent, à travers ce poste de responsabilité, exercer un leadership, exercer une influence, exercer un pouvoir sur les autres. D'accord? Ce sont les besoins de pouvoir. De Herzberg, ces facteurs, normalement, ils ne sont pas de véritables facteurs de motivation. Comme disent les mathématiciens, la satisfaction de ces facteurs, elle est nécessaire, mais insuffisante. Donc, les facteurs extrinsèques, ils sont simplement, hein, mais simplement de satisfaction, c'est-à-dire il satisfait, c'est-à-dire la personne, il cherche nécessairement à les satisfaire. Mais en même temps, ces facteurs ne sont pas des facteurs de motivation. Alors là, on fait allusion aux conditions de travail, les relations d'équipe, la rémunération, etc. Alors pour Herzberg, le fait d'avoir de bonnes conditions de travail, le fait d'avoir de bonnes relations d'équipe, le fait d'être bien rémunéré ne sont pas de véritables facteurs, des facteurs de motivation. Ça veut dire quoi? Même si ces facteurs sont satisfaits, ils ne motivent pas. D'accord? Donc, leur satisfaction, elle est nécessaire, mais insuffisante. Selon Herzberg, dès qu'ils sont pourvus, c'est-à-dire dès qu'ils sont satisfaits, ils réduisent l'insatisfaction. C'est-à-dire, ils ne sont plus des facteurs de motivation. Ils ne sont donc plus motivants. Mais par contre, la non-satisfaction de ces facteurs, il peut être une source de mécontentement et de démotivation. Comprenez? Deuxième catégorie des besoins, ce sont les facteurs intrinsèques. Là, selon Herzberg, ce sont ces facteurs-là qui sont des facteurs déterminants de motivation. Ah, ils sont sources de motivation. Alors là, on fait allusion non pas aux conditions de travail, par exemple, mais au travail lui-même. Son contenu. La considération, autrement dit, il s'agit de la considération dont bénéficie l'employé en faisant son travail. Hein? C'est-à-dire en termes d'avancement, en termes de responsabilité. Alors, ces facteurs intrinsèques, ils sont parfaitement associés au sentiment. Hein? Hein? C'est un problème, c'est-à-dire, c'est un problème émotionnel. Au sentiment positif ou négatif, qui prouve l'individu envers le travail. Et est lié au contenu, comme je viens de le signaler tout à l'heure, au contenu du travail, au soi. Au soi. D'accord? Alors, deuxième grande famille des théories de motivation, c'est la théorie de processus. Alors là,
concernant les théories de processus, on a énuméré ou distingué deux grandes théories. Il y a la théorie de l'équité de Stacey-Adams et la théorie des attentes de Vroom. Présentons d'abord la première théorie de l'équité. Alors, l'équité, ça veut dire quoi? Alors, en fait, il s'agit d'une théorie qui correspond au fait que les employés, ils procèdent à l'évaluation subjective de ce qu'ils retirent de leur travail. Par rapport à quoi? C'est-à-dire, ils évaluent, ils procèdent à une comparaison. Et cette comparaison elle est subjective, elle est personnelle, entre ce qu'il retire de ce qu'il a porté, hein, c'est-à-dire de ce qu'il retire, pardon, de ce qu'il retire de leur travail, c'est-à-dire de la rétribution, de leur contribution, de la rétribution, c'est-à-dire de la récompense, pardon, de la récompense. Il compare la rétribution de ce qu'ils retirent de leur travail à la contribution, c'est-à-dire par rapport à ce qu'ils ont apporté à l'organisation qu'on travaille. Et il compare ce rapport rétribution-contribution par rapport à un ratio de référence, c'est-à-dire par rapport à un ratio, le même ratio, rétribution sur contribution d'un collègue du travail, d'un ami, d'une autre personne du même travail. Alors, et il faut une conclusion des personnes. Si l'individu, il juge le ratio équivalent à celui de l'autre, alors ils se sentent en situation d'équité. Alors dans ce cas, une fois ils se sentent en situation d'équité, ils se trouvent motivés pour travailler, pour donner plus, pour devenir plus productifs pour l'organisation. L'inverse, s'ils jugent que ce ratio il est inférieur aux autres, alors dans ce cas-là, ils se sont l'employé, ils se sont traités comme étant, ils se sont traités inéquitablement. Ça veut dire, c'est-à-dire, il est traité de façon injuste. Et il cherche à corriger l'inégalité en étant démotivé. Cette correction de l'inégalité, il peut conduire à une modification de son comportement. Hein? À modifier son comportement, soit en travaillant moins, soit en travaillant mauvais, etc. Alors, c'est ça le principe. C'est ça le principe de la théorie des attentes. C'est un rapport, comme vous pouvez le constater. Ce que je fais, c'est-à-dire la contribution, sur la gratification que je perçois, la rétribution, c'est-à-dire la récompense, égale ce que font les autres sur la gratification qu'ils perçoivent. Donc, si le premier rapport est supérieur ou il est égal, donc nous sommes dans une situation d'équité. Donc, l'équité, elle correspond à une motivation. Si l'inverse, c'est la démotivation. Deuxième théorie, c'est la théorie des attentes. Alors, l'attente, c'est une conviction personnelle qu'un effort d'une certaine intensité entraîne un rendement d'une certaine qualité. D'accord? Alors, je fais un effort et je m'attends. Je fais un effort et je m'attends à un rendement. D'accord? Alors, sa théorie des attentes, il part d'une hypothèse de base. Laquelle? C'est que l'individu, c'est-à-dire l'employé, il agit toujours dans l'attente d'un intérêt donné. C'est-à-dire, j'agis, je travaille dans l'attente d'un intérêt. Alors, pour comprendre la théorie des attentes, on se pose les questions suivantes. Trois petites questions. Alors, la première question, quelle quantité de travail dois-je fournir pour atteindre un niveau de performance? Donc ça, je pose une question sur une relation entre la quantité de travail, entre l'effort que je fournis et la performance et l'objectif. Deuxième question, quelle rétribution vais-je en retirer? La relation entre la performance et la rétribution. Entre la performance et la rétribution. Troisième petite question, quel est l'intérêt? N'oubliez pas
que sa théorie des attentes, il part d'une hypothèse de base. Les gens agissent dans l'attente d'un intérêt donné. D'un intérêt. Donc, quel intérêt cette rétribution, cette récompense, présentée pour moi? Est-ce qu'il a de la valeur pour moi? Est-ce qu'il va m'aider à atteindre mes objectifs? Et donc, là, donc les trois questions dont on a posées tout à l'heure, on peut les formuler autrement comme ça. D'accord? Donc, pour Vroom, la motivation, il est toujours la résultante d'une série d'attentes. Donc, quand est-ce que je serai motivé? Lorsque mes attentes seront réalisées à travers les trois facteurs qui déterminent l'expectation, l'instrumentalité et la balance. Trois concepts de Vroom. Alors, l'expectation, c'est un concept, c'est quoi? C'est le lien entre l'effort, dont on a parlé tout à l'heure, et la performance. L'instrumentalité, c'est le lien entre la performance et la rétribution. Et la balance, c'est l'intérêt. C'est l'intérêt qu'un individu accorde au résultat de son travail. C'est-à-dire le travail, est-ce qu'il a de la valeur pour lui-même? Alors, maintenant, on va passer élément par élément rapidement. L'expectation, c'est quoi? C'est la relation perçue entre l'intensité de l'effort que je déploie, que je fournis, que je consentis et la performance accomplie. Autrement dit, je me pose la question. Est-ce que je suis capable d'atteindre mon objectif? C'est-à-dire, est-ce que je suis capable, à partir de mon effort, est-ce que je suis capable de réaliser les objectifs? C'est-à-dire la performance. 1, 2. L'instrumentalité, c'est quoi? C'est la relation perçue entre la performance et le résultat attendu. Le résultat attendu, ça peut être une reconnaissance, ça peut être une prime, ça peut être une fierté de la réussite, etc. Et je me pose à travers ça la question. Est-ce que cet objectif me sert à quelque chose? L'instrumentalité, la performance et le résultat. Est-ce que cet objectif, la performance, me sert à quelque chose? Autrement dit, vais-je obtenir de mon travail ce que j'en attends si je fais plus mieux? C'est-à-dire, si je veux faire mieux, c'est-à-dire si je travaille mieux, est-ce que je vais obtenir un plus de mon travail? La balance. La balance, c'est quoi? Est-ce que les objectifs ont de la valeur pour moi? Voilà, les objectifs ont été atteints. Mais est-ce qu'ils ont un intérêt pour moi? Est-ce qu'ils ont de la valeur? Donc, la balance, c'est quoi en fait? C'est la valeur, c'est la perception. Positive ou négative? Attribuée, donnée par un employé au résultat attendu de son travail. Que ce soit ces résultats externes ou internes. Externe, ça veut dire quoi? Externe, c'est-à-dire, ça peut être un salaire, niveau de salaire, ça peut être une prime, ça peut être une promotion, ça peut être une reconnaissance. Alors, il faut faire une distinction entre les résultats externes et internes. Alors, interne, c'est quoi? C'est en interne. C'est en quelque sorte de l'affection. L'affection, ça veut dire, c'est-à-dire de sentiment. C'est-à-dire comme la fierté d'une réussite, l'intérêt propre d'une tâche accomplie, la valorisation tirée d'une responsabilité assumée, etc. Tirée d'une responsabilité assumée, etc. Alors, le titre numéro 3, le leadership. Alors, ce titre, on va le traiter à travers les éléments suivants. Donc, on va présenter quelques définitions de leadership dans un premier moment, puis on va passer en revue les caractéristiques du leader, les rôles du leader, on va terminer par les différents styles de leadership. Alors, le leadership, c'est quoi en fait? Alors, le leadership, c'est l'aptitude au commandement tel que le supérieur soit en mesure d'influencer voire de déterminer les décisions des autres, les actions et en un mot le comportement du subordonné. Autrement dit, le leadership, contrairement au management, c'est la capacité d'influencer les personnes, les décisions des autres, les comportements des autres sans contrainte. C'est la capacité d'influencer les personnes de façon à ce
qu'elle puisse exécuter des tâches sans contrainte, avec toute la motivation nécessaire pour atteindre les objectifs d'une organisation. Donc c'est ça, le leadership. Alors un leader, il doit être caractérisé par les éléments suivants. D'abord, il doit avoir la capacité de capter l'attention de l'entourage, on va voir ce que c'est. Il doit avoir la capacité de communiquer. Il doit avoir la capacité de se maîtriser. Il doit avoir la capacité de l'écoute. Il doit avoir la capacité de responsabiliser et par la suite de prendre la décision. Il doit avoir la capacité de motiver et il doit avoir également la capacité de résoudre les conflits. Alors, un leader, il doit être capable de capter l'attention de l'entourage. Ça veut dire quoi? Un leader, il doit réussir et attirer les gens. Ça veut dire quoi? Il doit savoir clairement quels sont ses objectifs. Un leader d'une organisation donnée, il doit avoir cette capacité d'assimiler, de maîtriser, de savoir précisément, exactement les objectifs qu'il cherche à réaliser. Et il ne doit pas également savoir les objectifs, il doit savoir également comment arrive-t-il à réaliser ou atteindre ses objectifs. Donc c'est ça. Deuxième caractéristique, c'est la communication, cette capacité de communication. Alors, il doit être conscient de ses objectifs. Donc, il doit savoir les objectifs, comme on vient de le signaler, et il doit savoir comment les atteindre, mais l'essentiel, il doit être conscient de ses objectifs. Et il doit être capable d'exprimer ses objectifs clairement aux autres. C'est-à-dire, il doit avoir cette capacité de partage, de vision, avec les autres. Alors, les membres de son équipe, c'est-à-dire les membres de l'équipe d'un leader, ils doivent non seulement connaître comment, comme c'est le cas de management, mais aussi ils doivent savoir pour qui réaliser l'objectif, pourquoi le réaliser et quand va-t-on le réaliser. Ok? Alors, troisième caractéristique, c'est se maîtriser. Alors, un leader, il a ses propres atouts, il a ses propres points forts, c'est-à-dire les points forts de l'organisation. Alors, se maîtriser, ça veut dire quoi? Il doit avoir la capacité d'exploiter ses atouts et de les maîtriser. Un leader, c'est quelqu'un qui n'a pas peur des critiques des autres, mais au contraire, il doit mettre ses expériences à la disposition et à profit pour améliorer son style de leadership. C'est quelqu'un, bon, un leader, c'est quelqu'un qui partage sa vision, c'est quelqu'un qui a cette capacité de percevoir les critiques, etc. Et tout ça pour pouvoir améliorer le style de leadership. Quatrième caractéristique, c'est cette capacité d'écoute. Il doit écouter son environnement. D'accord? Ça veut dire qu'il doit écouter activement. Il doit écouter activement son environnement. Ça veut dire qu'il doit constamment décoder son environnement. C'est-à-dire les exigences de son environnement. Interne et externe. L'environnement interne, c'est-à-dire en interne de l'organisation, et l'environnement externe de l'entreprise ou de l'organisation. Donc, il doit donner à chaque membre de l'équipe la possibilité de s'exprimer, la possibilité de donner ses idées, de présenter ses initiatives. 2. Un leader, c'est quelqu'un qui est capable d'identifier les besoins personnels dont on a parlé tout à l'heure, la motivation. Identifier les besoins personnels de chacun, ainsi que les besoins de l'organisation ou de l'équipe. Et elle doit aider l'équipe à définir les objectifs. C'est-à-dire, un leader, en fait, il ne doit pas définir seul les objectifs de l'organisation.
Alors, elle doit impliquer l'équipe dans la définition des objectifs et elle doit également impliquer l'équipe dans la réalisation des objectifs. Alors, responsabilisation et prise de décision. Comme on vient de le signaler tout à l'heure, un leader, c'est quelqu'un qui doit prendre des décisions, d'accord? Mais prendre la décision après avoir consulté l'équipe, après avoir tenir compte les avis, les initiatives, les idées et les propositions de l'équipe, après avoir impliqué les gens. D'accord? Et pour ce faire, un leader, il doit créer un climat sain et favorable. Moi, en tant qu'employé, pour pouvoir exprimer mes idées, mes avis, mes propositions, il faut que je me trouve dans un climat propice, favorable, sain, qui m'encourage à me comporter de cette façon. Sinon, je vais m'abstenir. Il doit favoriser également un sentiment d'unité, c'est-à-dire d'unité de l'équipe. Et à partir de tout cela, en fin de compte, un leader, il est être censé prendre les meilleures décisions. Et les décisions, une fois cette démarche est adoptée, ils ne peuvent être que meilleures. Les décisions ne peuvent être que meilleures. La motivation. Par définition, un leader, c'est quelqu'un qui motive, par définition. Donc, pour ce faire, il doit créer une ambiance, un environnement qui répond aux besoins de son équipe ou aux besoins des membres de l'équipe. Il doit comprendre ce qui motive les gens, c'est-à-dire il doit définir les motifs dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les besoins personnels de l'ensemble des membres de l'équipe. Et les gens, en fait, sont dans leurs besoins compris, assimilés, etc. Ils développent un sentiment d'appartenance à l'organisation. Et ça, c'est un gage. C'est un gage de performance d'une entreprise. L'appartenance à un groupe ou l'appartenance à une organisation. La résolution des conflits. Un leader, il doit, par sa nature, être un médiateur. C'est-à-dire, un médiateur, c'est quelqu'un qui, dans toute organisation, il y a des conflits. Ça, c'est normal, c'est logique. Le conflit est le résultat de quoi? Éventuellement, un conflit, c'est le résultat de contradictions des intérêts. Et un leader, il est là, effectivement, pour résoudre les conflits qui peuvent intervenir dans une organisation. Et les conflits, c'est coûteux pour l'organisation. Troisième titre, les rôles du leader. Nous avons énuméré deux grandes catégories des rôles. Il y a les rôles instrumentaux et les rôles affectifs, émotionnels. Alors, les rôles instrumentaux, c'est trouver des solutions aux problèmes, atteindre les objectifs de l'organisation, résoudre les problèmes qui peuvent intervenir et mobiliser les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs. Ça, ce sont les rôles instrumentaux. Alors, il faut les distinguer des rôles affectifs. Affectif, c'est en relation avec ce qui est affectif, sentimental. C'est-à-dire faire s'exprimer les membres du groupe. D'accord? Les écouter, leur donner de l'information, les impliquer, développer la confiance, encourager les gens, aider les gens en difficulté, etc. Le quatrième titre, alors ce sont les styles de leadership. Alors, selon Kurt Lewin, nous pouvons distinguer généralement trois styles de leadership. Il y a le style autocratique, le style démocratique et le style non interventionniste. Alors pour l'autocratique, c'est charismatique. Autocratique, ça veut dire quoi? Le leader, il centralise l'autorité, il décide tout seul, unilatéralement, et il impose ses méthodes de travail aux gens, aux employés, et il limite la participation des employés. C'est autocratique, autoritaire, en fait. Ça, c'est un schéma, c'est une caricature qui peut exprimer le style de leadership autoritaire. Démocratique, c'est quoi? Démocratique, c'est il faut impliquer les gens. Qui dit démocratique, dit décentralisation de la prise de décision.
décentralisation ou délégation de la décision. C'est-à-dire il faut impliquer les gens. C'est-à-dire l'autorité de prise de décision, il est délégué. Délégué à différentes échelles. Hein, d'accord. Ça, c'est un schéma caricature également qui peut en fait exprimer la nature de ce style démocratique. Le dernier, c'est le style non interventionniste. C'est le laisser-faire. C'est-à-dire que le leader, elle laisse les employés libres de prendre les décisions comme elle veut, le temps qu'ils veulent et accomplir le travail comme ils l'entendent. D'accord? Le dernier titre, c'est cette relation éventuelle qui peut exister entre le leadership et le management. Revenons un peu au management. Alors, le management, il pourrait être défini, comme ça on l'a déjà signalé, hein, c'est le processus par lequel on administre et on coordonne les ressources. C'est un processus qui commence par la planification des objectifs, c'est-à-dire la définition des objectifs, par l'organisation, c'est-à-dire la mise en place des structures organisationnelles, la division des tâches et l'affectation des responsabilités, passons par la direction, c'est-à-dire par la motivation des gens pour réaliser les objectifs et le processus se termine par un mécanisme de contrôle. Donc c'est ça. Donc un manager, en fait, il est nommé. Il a une position hiérarchique. Il a un pouvoir. Et ce pouvoir, il est formel. Il a un poste de responsabilité. Par exemple, un PDG, un directeur général d'une société, il est nommé. Il a un poste de responsabilité. Donc, il dispose d'un pouvoir légitime. Cette légitimité, il provient de celui qui lui a délégué cette responsabilité ou ce poste. Donc, il a une position formelle, c'est-à-dire officielle. Donc, c'est pour ça qu'il a un rôle officiel à exécuter, à accomplir. Il a donc un statut spécifique dans l'entreprise et il est inscrit dans sa fonction qu'il prenne des décisions et il gère une équipe. Donc, la légitimité de manager, elle est de nature institutionnelle. C'est l'institution qui lui délègue sa position. Et elle est définie au départ par l'entreprise. Lorsqu'on a nommé X ou Y à la tête de l'entreprise, c'est comme on lui a délégué ce pouvoir de gestion, comme étant à la tête de l'entreprise. Ça, c'est pour le manager ou le management. Alors, le leadership, c'est autre chose. Le leadership, il peut être perçu comme étant un type d'influence, quelle que soit la position organisationnelle ou hiérarchique. L'essence, c'est-à-dire l'idée centrale de leadership, c'est qu'il s'agit d'un type d'influence interpersonnelle entre les personnes, par lequel un individu, un leader, amène une autre, comme on l'a signalé tout à l'heure, à s'acquitter de la tâche, c'est-à-dire à réaliser les objectifs, à exécuter une tâche sans contrainte, avec toute la motivation nécessaire. Donc le leader, c'est la personne qui exerce une autorité sur le groupe, qui se montre capable d'influencer autrui et de mobiliser une collectivité, que ce soit un groupe ou une équipe, ou une entreprise, une population, de nature quoi que ce soit. Donc un manager, il n'est pas systématiquement un leader. Et un leader n'a pas forcément une position hiérarchique. C'est-à-dire un leader, comme je viens de le signaler tout à l'heure, il n'a pas forcément une position hiérarchique. C'est-à-dire il peut être à n'importe quel niveau de l'organisation. Lui attribuant la responsabilité d'une équipe. Un leader ne possède pas nécessairement les aptitudes requises pour exercer les fonctions de management. Quelles sont les fonctions de management? Planification, direction, organisation et contrôle. Alors, on peut se retrouver dans une situation où un leader, il ne maîtrise pas ça. Il n'a pas ces aptitudes.
de planification, de direction et de contrôle. Mais il a quelque chose de plus qu'un manager peut éventuellement peut ne pas avoir. D'accord? Alors, le leader, il peut se positionner à n'importe quel poste, comme je viens de le signer tout à l'heure. Sa légitimité, il provient de ses qualités personnelles et non pas de sa position hiérarchique. Il n'a ni de mission, ni de rôle, ni de statut formel ou officiel. Donc, il s'impose essentiellement par ses capacités, par ses qualités personnelles et par ses capacités en tant que meneur d'hommes. C'est-à-dire, meneur d'hommes, c'est quelqu'un qui gère les gens, qui les motive à leur propre, volonté. Et voilà. Donc, c'est la fin de ce chapitre. J'attends vos réactions. Je vous remercie.